Bonjour, bonjour et bienvenue à cette session du matin des rencontres économiques. Elle portera sur la technologie. Elle s'appelle Agir face à la compétition technologique. Alors vous avez compris, le mot important c'est agir. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'est pas là pour discuter, mais pour agir. Non, enfin, en tout cas, pour dire comment il faudrait faire. On est évidemment, vous le savez tous, à la croisée de trois chemins. La révolution numérique, l'urgence climatique, la pandémie, et ces trois chemins, eh bien, évidemment, ils avivent la compétition technologique qui a monté en puissance de façon spectaculaire l'an dernier et montré l'émergence d'un pôle chinois face à celui des États-Unis. Donc, que faire? Sur quel levier on peut appuyer pour faire exister notamment la France et l'Europe face à ces blocs? C'est ce que nous allons voir avec nos invités que je vais vous présenter tout de suite. Donc, à côté de moi, Jean Schmitt, qui est financier et fondateur de la société d'investissement Jolt. À ses côtés, Paul Hermelin, président de Capgemini. Et puis, à ses côtés, Emmanuel Auriol, notre économiste du débat, qui est professeur à Toulouse School of Economists. Et puis, en ligne, nous avons le plaisir de recevoir donc, en direct d'Australie Jennifer Hunt, qui est une universitaire américaine, professeure à l'université Rutgers dans le New Jersey. Et puis, à Tokyo, nous avons le plaisir aussi d'accueillir Yuko Harayama, qui est administratrice, directrice dans un centre de recherche japonais, le RIKEN, et qui a une grande expérience, notamment des relations internationales dans le domaine de la technologie. Alors, comme de coutume, je vais maintenant laisser à Emmanuel Auriol le soin de faire un petit cadrage des débats et ensuite on commencera nos premiers tours de table. Alors Emmanuel, la technologie. C'est bon. Ça marche pas. Ah, oui. Ça y est, ça marche. Merci, merci à tous d'être là de manière si matinale. Merci à nos invités. Donc le thème, c'est la technologie et en particulier, donc évidemment du point de vue de l'Europe et de la France. C'est ça qui nous intéresse aux Journées d'Aix. Et donc je voudrais commencer par poser une question. C'est pourquoi finalement au pays de Pasteur, on n'a pas été capable de mettre au point un vaccin et on a abandonné en fait la compétition très très tôt. Et de manière un peu provocante, j'ai envie de dire, c'est la faute aux émigrés, enfin en tout cas à ceux qui ne sont pas venus chez nous, puisque si on regarde, la BioNTech a été fondée par des Turcs immigrés. Si on regarde qui dirige le groupe Pfizer, c'est Albert Bourla, qui est un greffe séfarade. Moderna, ça a été créé avec comme fondateur et actionnaire principal un ressortissant qui venait de Beyrouth, de la communauté arménienne, immigré au Canada à 16 ans. Stéphane Bancel est un Français qui vit aux États-Unis et qui donc, là encore, avait été débauché depuis Pasteur. Donc on voit bien que, en tout cas, dans cette histoire du vaccin, cette course au vaccin, les immigrés ont joué un rôle essentiel. Alors on pourrait se dire, c'est par hasard, c'est comme ça. Non. Parce qu'en fait, ceux qui émigrent, c'est des gens particuliers. On ne prend pas un échantillon au hasard de la population. C'est des gens qui aiment le risque. Il faut aller construire sa vie ailleurs. Surtout quand ils sont éduqués, c'est des gens qui sont très créatifs, qui ont envie d'en découdre avec la vie. Et donc, on s'aperçoit, et je suis ravie qu'il y ait Jennifer qui est là aujourd'hui avec nous, parce qu'elle est spécialiste de ces questions, quand on regarde en détail qui contribue à l'innovation dans le monde, notamment aux États-Unis, et aussi à l'entrepreneuriat, donc à la création d'entreprises, on s'aperçoit que les immigrés sont surreprésentés parmi cette population-là. Donc, par exemple, juste un chiffre, 44% des entreprises high-tech de la Silicon Valley ont un immigré parmi leurs fondateurs. Un quart des brevets américains, Jennifer nous en parlera, est déposé par des immigrés. Ils représentent 13% de la population. Donc on voit bien qu'il y a évidemment une surreprésentation de ces derniers à l'intérieur. Alors évidemment, ce n'est pas la seule chose qui explique qu'on est bon au niveau d'une nation en innovation technologique. La deuxième chose, c'est d'avoir des universités de très haut vol. À ce moment-là, on attire l'élite du monde. Là-dessus, la France
a des atouts, mais enfin, elle n'est pas non plus à l'image des États-Unis. On peut essayer, on va l'évoquer tout à l'heure, d'avoir une action publique, mais chaque fois qu'on a essayé de faire des pôles de compétitivité ex nihilo, on va faire la Silicon Valley voilà, à Paris, ça ne marche pas. Hein, c'est plus compliqué que ça, il y a une alchimie. Alors je viens de Toulouse, des fois ça marche, hein, on a Airbus et tout un cluster avec des écoles d'ingénieurs qui fonctionnent à Toulouse, mais c'est pas très facile, en fait, ex nihilo, de créer un pôle de compétitivité. Donc voilà, donc l'immigration, l'action de l'État, et un secteur évidemment universitaire attractif, aussi bien sûr le financement des startups qui fonctionnent, et je pense que nos invités auront plus de choses à dire là-dessus que moi-même. Donc un débat que j'espère riche et passionnant. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Alors je vous précise deux choses que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. C'est que la règle ici, c'est que normalement dans l'assistance, il faut porter le masque. Première chose. Et deuxième chose, si vous avez des questions à poser, donc c'est par l'intermédiaire du réseau, vous avez la procédure. Hein, et donc moi j'ai une tablette et les questions, les questions arrivent naturellement. Alors, ma première, je vais commencer par Paul Hermelin. Vous avez un parcours assez exceptionnel dans la technologie, puisque, on en parlait tout à l'heure, vous avez d'abord vous avez fait l'école polytechnique, donc vous êtes ingénieur, vous avez fait aussi l'ENA, bon ça personne n'est parfait, mais donc vous avez commencé dans les sphères gouvernementales en étant notamment en dirigeant le cabinet d'Hubert Curien, qui était un grand ministre de la Recherche, dont certains se souviennent encore, et puis ensuite au ministère de l'Industrie, et vous avez par la suite pris la direction de Capgemini, qui est un des leaders français du conseil en technologie. Alors, fort de toute cette expérience sur donc agir face à la compétition technologique, comment vous voyez-vous cette problématique, et de votre point de vue, sur quel levier il faudrait prioritairement appuyer pour maintenir un pays comme la France ou une zone comme l'Europe dans la compétition technologique? Merci Philippe. En regardant à la fois mon expérience, ce que nous avons fait et l'avenir, je voudrais revenir sur une caractéristique bien connue de Capgemini. Capgemini est, on m'a déjà appelé parfois l'Indien du CAC 40, hein, puisque c'est un groupe qui fait 270 000 personnes, dont la moitié en Inde. Hein, donc, et tout le monde m'a interrogé, pourquoi l'Inde? Et donc là, on n'est pas tout à fait sur l'immigration, hein, parce que c'est plutôt l'externalisation, pas de délocalisation, puisque nous avons toujours eu une croissance des effectifs en France et partout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Inde? Ça vaut la peine d'y revenir. L'Inde a décidé d'investir dans l'éducation en 1951. En 1951, ils ont équipé le pays d'instituts de technologie. L'Inde a un PIB comparable à la France et 20 fois plus d'habitants. Elle produit 20 fois plus d'ingénieurs que la France, donc c'est comparable à sa population, mais avec le PIB de la France. Donc en part de PIB, l'investissement en technologie est 20 fois plus important. Et si l'Inde est aujourd'hui le cœur du monde du développement dans les technologies de l'information, puisque les grandes boîtes de Californie ont toutes un espèce de back-office de recherche et développement en Inde, c'est-à-dire que Cisco est en Inde, Microsoft est en Inde, Facebook est en Inde, tout le monde est en Inde. Si l'Inde est le cœur battant de l'informatique et des technologies d'information au sens général, y compris maintenant dans les télécoms et la 5G, c'est grâce à un effort de formation incroyable. Je répète, 20 fois plus d'ingénieurs en France, c'est normal par rapport à la population, mais pour le même PIB, donc un effort 20 fois supérieur à la France en termes de PIB. Donc agir, c'est d'abord éduquer. Et je voudrais maintenant aborder un deuxième sujet qui est la régulation. Et le drame de l'Europe et probablement de la France, qui est comment conjuguer le principe de précaution et le risque. Et pour moi, je prends un exemple, nous avons tout un débat en ce moment que le journal Le Monde accueille sur faut-il réguler
protéger l'humanité de l'intelligence artificielle. Et vous accueillez une tribune d'idées là-dessus. Et tous les technologues disent il y a des choses à faire, mais il faut savoir garder l'équilibre dans l'innovation, ne pas réguler trop tôt, parce que quand on est sur des technologies complètement émergentes, si on tente de les encadrer par des dispositifs juridiques, on revient à les émasculer. Donc je pense qu'il y a un deuxième sujet qui est, et ça suppose un véritable débat politique national, qui est quel est l'équilibre que l'Europe et la France souhaitent trouver, parce que si nous sommes seulement risk-averse, on a peur des risques, on n'aura pas d'innovation. Donc deux sujets, éducation et trouver l'équilibre qui convient entre précaution, c'est légitime, c'est important, c'est une obsession, mais aussi savoir prendre des risques. Et je pense que c'est les deux choses sur lesquelles la société française doit encore travailler, les sociétés européennes aussi. Et on a vu l'exemple du vaccin Covid. On a tous entendu des gens qui disaient on ne peut pas faire de génie génétique. Aujourd'hui, ce sont les vaccins à ARN messager qui ont l'air les plus performants. Donc là encore, on voit que le risque va avec l'innovation. Et donc je voudrais dire ces deux éléments, éducation, bon équilibre, risque et innovation. Alors, merci, Paul. Je vais me tourner maintenant vers Jennifer Hunt, parce que vous êtes une universitaire très reconnue dans tous ces domaines, à la fois le domaine du travail et aussi le domaine de l'innovation. Vos recherches font autorité depuis assez longtemps sur le sujet. Et finalement, je voudrais commencer par une question toute bête, qui est peut-être la première qu'il faut se poser. C'est, est-ce que c'est important pour un pays de faire de la technologie ? Merci beaucoup. Puisqu'on parlait d'immigrants, je vais dire que c'est simplifié un petit peu de dire que je suis américaine, puisque j'ai immigré à plusieurs reprises et je vous parle de l'Australie, mon pays natal. Mais donc, pour répondre à votre question, effectivement, le progrès technologique est une composante clé de la croissance économique. Depuis 1960, 60% de la croissance du PIB français est due au progrès technologique. Mais avant vraiment d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous mettre en garde contre l'idée que le progrès technologique à l'étranger est nuisible à la France ou à l'Europe. Au contraire, les consommateurs français, mettons, profitent d'importations moins chères ou plus performantes ou nouvelles. Et les entreprises françaises peuvent adopter ou adapter la technologie étrangère. Mais le progrès technologique national, il est vrai, c'est le progrès technologique qui est le mieux adapté au pays. Donc, par exemple, à la main-d'œuvre nationale. Donc, effectivement, le progrès technologique national reste très important. Et la France pourrait faire mieux. Pour vous donner un indice, la France n'a que la moitié des brevets par tête de l'Allemagne. Et le gouvernement a son rôle à jouer. Les bénéfices de l'innovation s'étendent au-delà de l'innovateur qui ne les prend pas en compte. Donc, des subventions sont justifiées pour la recherche et le développement de bases qui sinon ne seraient pas rentables. Mais nouvelle mise en garde, cette fois contre l'idée sous-jacente interventionniste des, par exemple, PIIEC de l'Union européenne. Le gouvernement ne peut pas prévoir quelles entreprises ou secteurs seront les plus bénéfiques à l'avenir. Donc, des subventions au-delà de la recherche ou du développement ouvrent la porte au lobbying et décisions politiques et aux erreurs, simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est parler de comment améliorer le système éducatif pour augmenter l'innovation. Et je reviendrai au deuxième tour de questions à l'immigration. Donc, un objectif général devrait être d'améliorer l'appariement entre les personnes et les métiers, ou si vous préférez, les travailleurs et les métiers. Donc, autrement dit, on devrait donner à chacun les moyens de choisir le métier qui correspond le mieux à ses habiletés et préférences, à chacun ou chacune. Ceci finirait par augmenter la qualité des scientifiques et des ingénieurs. Donc, quelles sont les implications pour les écoles françaises
une application pour en fait tous les pays du monde serait d'assurer la formation en maths et sciences des filles et non seulement des garçons. Et une autre serait de réduire l'écart entre les élèves issus de milieux favorisés et défavorisés, qui selon l'OCDE est un écart élevé dans les écoles françaises. Et en ce qui concerne les universités, il faut continuer la réforme du système universitaire en favorisant une spécialisation des universités. Les distinctions entre les universités permettent de mieux apparier, de nouveau, la question d'appariement, de mieux apparier les étudiants, les étudiantes et leurs universités, ce qui améliore l'apprentissage, et permettrait aussi de mieux apparier les professeurs et les universités. Et là, les dimensions importantes sont la recherche et l'enseignement pour améliorer la recherche universitaire. De plus, concentrer les subventions de recherche dans les universités les plus appropriées serait plus facile avec plus de spécialisation des universités. Au-delà de la spécialisation, étendre les possibilités de recherche pour les étudiants, les étudiantes, et continuer à encourager les partenariats universités-entreprises et finalement augmenter les salaires des professeurs. Merci. Merci Jennifer. On reparlera effectivement de ces sujets et notamment de la guerre des talents, qui est un sujet qui croise évidemment celui de l'immigration. Mais je voulais maintenant passer la parole à Jean Schmitt. Alors, Jean Schmitt, vous avez eu un peu 3 vies. La première, c'est celle d'un entrepreneur qui crée des entreprises et puis qui parfois les revend. Celle d'un capital risqueur dans l'une des structures les plus connues en France qui s'appelle Sofinnova. Donc pendant une dizaine d'années, vous avez été investisseur chez Sofinnova. Et puis vous avez monté votre propre fonds de capital risque qui s'appelle Jolt Capital. Et donc maintenant, c'est pour votre propre compte que vous cherchez un peu les pépites dans lesquelles investir. Alors, on dit souvent, c'est vrai, en prenant l'exemple de la Silicon Valley, que le secret de la réussite dans l'innovation, c'est de réunir l'entrepreneur, le scientifique et le financier. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est réplicable ailleurs et comment on peut faire, notamment dans le cas de la France ? Oui, bonjour. En 2 mots, c'est pas facile de recréer la Silicon Valley. On en parlait tout à l'heure. La Silicon Valley, elle vient d'un endroit très étrange. Elle vient d'un scientifique détesté de tous, Shockley, qui déménage de New York parce que plus personne ne veut le voir et qui, après son prix Nobel sur le transistor, décide de s'établir le plus loin possible, donc à l'autre bout des États-Unis. Et de là naît Shockley Semiconductor. C'est un être tellement infect que tout le monde quitte sa société et crée Intel, Texas Instruments, National Semiconductor, et de façon totalement paradoxale, crée la Silicon Valley dans un endroit où il fait chaud, où il n'y a pas d'eau et où il y a des tremblements de terre, ce qui est tout à fait inhabituel. Donc on ne peut pas recréer ces choses-là en disant je vais créer un cluster à un endroit donné, ça se crée. En revanche, on peut créer en Europe des sociétés exceptionnelles. Je vois dans les années passées, vous avez tous dans vos poches des sociétés qu'on a financées. Le senseur d'empreinte digitale que vous utilisez là, on l'a vendu à Apple. C'était une société européenne en fait. Le paiement sans contact que vous utilisez tous les jours, c'est une société de Aix-en-Provence qui a inventé ça, qui d'ailleurs dont les brevets sont largement infringés par Apple. Vous avez des sociétés très intéressantes qui, par exemple, vous reconnaissent quand vous prenez votre iPhone. Et la reconnaissance faciale, c'est une société finlandaise
néerlandaise qui a mis au point les petits modules optiques qui font ça. Et tout ça, c'est des sociétés qui ont été vendues des centaines de millions, voire des milliards. Donc on en a profité indirectement, mais ces sociétés-là ne sont pas reconnues comme étant des grands succès européens. C'est trop compliqué. J'en viens à ce qu'on fait chez Jolt. On n'est pas des venture capitalistes. Parce que, vous savez, dans le private equity, le venture, c'est le V-world. C'est assez négatif parce que ça fait peur à tout le monde. Il y a des roller coasters terribles là-dessus. Et donc, on est plutôt des gens de private equity. On investit dans des sociétés beaucoup plus matures, ce qui nous rend un peu spéciaux. Des sociétés qui font plus de 20 millions de chiffres d'affaires, dans lesquelles on va investir des montants assez importants pour en faire des leaders européens ou des leaders mondiaux. Donc, c'est une discipline assez difficile et on est vraiment dans un domaine de deep tech, c'est-à-dire de sociétés très technologiques. Donc vous voyez bien, on investit. C'est très difficile de définir la deep tech. Hein. C'est des sociétés qui ont des brevets souvent et qui, on va essayer d'éviter d'investir dans passemoilsel.com où je ne paierai pas mes impôts.eu, vous voyez. Mais on va investir dans des sociétés qui inventent réellement des choses et qui ont des destins mondiaux. Alors, pourquoi? On est des financiers, hein, donc on prend des décisions rationnelles. Une société qui a des brevets, elle vaut 50% plus cher quand on la vend. Aujourd'hui, l'Europe, c'est un endroit merveilleux. C'est un endroit où vous avez 45% des brevets mondiaux, donc c'est un terrain de chasse immense. Vous avez plein d'entrepreneurs, plein de talents. Vous avez une volonté, vous avez de l'argent, vous avez de l'ambition. Donc l'Europe est un endroit fantastique. La France aussi, hein, c'est juste un petit bout. Et en revanche, si on en vient à qu'est-ce qui nous ralentit? Pourquoi on n'a pas finalement plein de leaders mondiaux en Europe alors qu'on a tout ce qu'il faut? On a presque tout ce qu'il faut. Il y a un point qui a été abordé, qui était d'ailleurs sur mes notes, donc je suis très jaloux parce qu'on me l'a volé, mais c'est que tout simplement, on ne cède pas beaucoup quand même. Nos régulateurs, le principe de précaution, qui est dans toutes nos têtes, est complètement antinomique du principe d'innovation. On nous donne une injonction d'innovation et en même temps, on ne veut pas prendre de risques. Comment est-ce possible? Donc là, il faut cesser avec ces folies. La deuxième chose, c'est la régulation. On a une régulation qui dévore l'Europe, pour moi, et qui est hors de contrôle. Hein. On a des tas de petits Torquemada qui se développent partout et qui nous aident vraiment pas. La régulation sur l'IA, c'est un délire. Les gens ne savent même pas de quoi ils parlent et ils régulent déjà. GDPR, je pense que vous êtes tous charmés d'appuyer 20 fois par jour sur le bouton accepter sans savoir ce que vous signez pour pouvoir avoir le droit finalement d'aller sur votre site internet. Est-ce que c'est un gain? Est-ce que vous avez moins d'hameçonnage? Est-ce que vous avez moins d'attaques? Pas du tout, ça n'a rien changé du tout. Simplement, Google, qui a fabriqué ces modèles internationaux et fantastiques, n'a plus besoin de ces données-là pour fonctionner. Donc, ils sont tout à fait satisfaits de voir que le GDPR est en train de prendre le dessus. Donc, il faut que nos régulateurs se calment un petit peu, ou alors qu'ils aient un sens du business et qu'ils aient le sens de créer en Europe une infrastructure qui permet à nos sociétés de devenir grandes et de passer au-dessus de des petites fragmentations qu'on a partout. Et on est tellement fragmenté que c'est très difficile de développer des leaders européens. Donc, il y a la régulation qui ne nous aide pas, il y a la fragmentation qui ne nous aide pas. Je donne deux exemples simples. On parle toujours de partage de valeur. Est-ce qu'il y a des stock options européennes? Non. Il y a autant de régulation sur les stock options que de pays, et ça change tous les 3 ans. Donc c'est infernal, il n'y a aucune stabilité là-dessus. Pourquoi diable n'avons-nous pas des stock options européennes si on veut partager la valeur? Je donne un autre exemple qui est assez simple. Sur l'Europe, d'un point de vue taxe, aujourd'hui, vous n'avez aucune possibilité d'avoir des échanges entre pays sans vivre un enfer fiscal. Pourquoi? Ou légal? Pourquoi? J'ai du mal à comprendre pourquoi on ne cède pas à faire des choses simples et pourquoi on ne crée pas des infrastructures qui fonctionnent pour nos entreprises innovantes. Et c'est beaucoup plus dur pour une société de 200 personnes de s'adapter que pour une société de 10 000 personnes, bien sûr. Donc, je pense que c'est assez facile de créer un contexte qui soit bien meilleur pour nous. Je vous dis encore une fois, évitons des régulations absurdes, contrôlons les régulateurs qui font un peu ce qu'ils veulent et harmonisons un tout petit peu le côté légal pour qu'on puisse se déployer.
Merci Jean Schmitt pour effectivement ce point qui recoupe déjà quelques questions dont on va reparler par la suite. Je vais me tourner maintenant vers Yoko Arayama. Bonjour Yoko, vous êtes à Tokyo en ce moment, mais avant vous avez parcouru le monde, c'est pour ça que vous parlez d'ailleurs parfaitement le français. Vous avez donc travaillé pour des organisations internationales et également vous avez conseillé le gouvernement japonais sur la technologie. Alors, déjà, peut-être une question aussi un peu simple, mais enfin simple et compliquée à la fois. C'est pourquoi les pays sont si différents dans leur approche de la technologie et de l'innovation. Vous qui avez un bon observatoire de comparaison, dites-nous un peu ce qui différencie l'Europe, le Japon, les États-Unis ou la Chine dans leur approche. Merci. Une question assez simple, mais en fait profonde. L'état d'avancement de la technologie et son impact socio-économique sont différents selon le pays, dû à la différence en termes de structure industrielle, de géographie, de pays, régions comme Inde, la France, Japon, de l'histoire et de la culture. Et ça évolue dans le temps et ça continue à évoluer différemment. Et par le passé, on était plutôt lié au modèle de développement économique. Par exemple, le Japon, après la Seconde Guerre mondiale, on a suivi le modèle, en suivant le modèle américain, européen. C'était la même chose pour la Corée. Mais à présent, l'avancement technologique n'est plus un processus linéaire. Et certainement, on a les différents cheminements possibles. Et ceci grâce à la connectivité, la numérisation qu'on a déjà parlé, et aussi à la globalisation. Parfois, le succès par le passé joue en défaveur de changement, ce qui est le cas du Japon maintenant, actuellement. Et la numérisation de l'administration et du service public, c'est difficile. Et c'est l'adaptation plus complexe et coûteuse que la mise en place à partir de données. Donc, c'est un petit peu le cas du Japon. Quelle est la force motrice pour le changement technologique et puis avoir un impact socio-économique? On dirait déjà, ça a été déjà cité, la capacité d'innovation du secteur privé et l'existence de l'écosystème d'innovation, ce qui a été cité par Emmanuel et Jennifer. Mais aussi, c'est en partie dû à la politique technologique et aussi, je dirais, la politique technologie évolue dans le temps aussi. Et par exemple, on a, par le passé, la priorité était donnée au choix des technologies clés, ce qui était le cas pour les pays avec l'attrapage technologique, par exemple le semi-conducteur, par le passé. Et on a passé par cette phase de choix technologique à donner les conditions cadres d'innovation. On dirait par exemple le pôle technologique ou bien de comment dupliquer le phénomène de Silicon Valley. Et à ceci, on a passé à une phase suivante, donner la solution aux problèmes globaux et sociétaux. Par exemple, ce qui se passe avec le Sustainable Development Goals. Et maintenant, on est un peu à la mode de promouvoir la politique technologique axée sur les futurs défis. C'est un gros description et on peut se poser la question, qu'est-ce qui différencie l'Europe, le Japon et les États-Unis dans leur approche? Je dirais plutôt, on a la tendance, ce qu'on observe, c'est un petit peu une certaine convergence dans l'approche. On dirait l'isomorphisme en copiant les autres en matière de la politique d'innovation et de technologie. Par exemple, on voit un peu partout le modèle d'ARPA des États-Unis copié par l'Europe et par le Japon. On a le programme Moonshot, Joint European Disruptive Initiative. Et aussi, on a une sorte de préoccupation de la souveraineté numérique et technologique en cours. Mais aussi, je citerai le phénomène global
de la communauté scientifique qui se tourne vers la science verte. Et on voit bien la valeur de cette tendance science verte avec nos expériences de Covid qu'on vient de vivre, puis qu'on est en train de vivre. Et ce qui inclut la mise en commun et le partage des données. Donc, les tendances qu'on voit est plutôt vers la convergence, mais comment se différencier avec les autres. La question est qu'on a encore la coopération et la compétition mise en côte à côte. Et c'est un petit peu l'état actuel des choses que je vois, voilà, pour la première round de discussion. Merci Yoko. Alors on va un peu approfondir maintenant. Je voudrais peut-être qu'on s'intéresse au rôle de l'État. Vous en avez parlé un peu indirectement en parlant de la régulation, mais l'État, c'est pas juste de la régulation. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs modèles. Il y a un modèle, on va dire, très libéral où l'État, surtout qu'il ne fasse le moins de choses possible et qu'il laisse le plus de liberté possible. Le modèle à l'opposé, c'est l'État qui dirige tout, c'est-à-dire qui décide de l'innovation, hein, et on va, et puis un modèle un petit peu intermédiaire. Alors, quelle est la bonne place de l'État, Paul Hermelin ? Faisons quelques remarques, et je vais commencer par un point de vue purement français. L'État en France a joué un rôle avec beaucoup de succès sur les biens d'équipement. Quand on y pense, on pensera éventuellement à Airbus, financé partiellement sur fonds publics, le TGV, la SNCF, on va penser à Ariane, il y a beaucoup d'aventures. Mais aujourd'hui, une grande part de la technologie se développe à partir du consumer-centrique. Et s'il y a un impensé du côté de l'État, c'est le client. Ça, c'est quelque chose d'impossible. Moi, comme vous avez dit, j'ai fait les grandes écoles qui conviennent. Alors, l'usager, on connaît. Le client, c'est quelque chose qui est totalement impensé dans la sphère publique. C'est presque un gros mot. Je me rappelle avoir participé à une aventure qui est un échec sanglant. Philippe était à ce moment-là pas au monde, il s'en souvient peut-être, ça s'appelait le D2Mac Paquet, qui était télévision. Des cabinets ministériels prétendaient savoir quel serait le standard accepté pour la télévision du futur. Ça a été un échec sanglant. Donc, il ne faut pas que l'État se mêle de ça. Dans le domaine du consumer et de toutes les initiatives centrées sur l'usager, l'État est profondément inapte. Donc, après, là où l'État peut faire, c'est sur les technologies de rupture. Et c'est ce que fait la DARPA, dont on parlait à l'instant. Et pour la technologie de rupture, il faut faire un effort qui est très difficile en France, c'est accepter l'échec et ne pas blâmer quand on échoue. C'est-à-dire que la culture de l'échec est partie des recettes fondamentales de l'innovation. Si on regarde ce qui s'est passé sur Warp Speed pour le vaccin par rapport à ce qui s'est fait en Europe, c'est fondamentalement différent. Les États-Unis ont lancé des subventions dans toutes sortes de directions. Ils ont accepté l'échec beaucoup mieux que nous. Donc, premier point, le problème du consumer. Et deuxième point, innover, que l'État intervienne dans les technologies de rupture en acceptant des échecs. Emmanuel, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, alors Airbus, c'est un bon exemple parce que effectivement, on a évoqué le poids des régulations, mais il en faut, hein, parce qu'on sait aussi, on a tout l'exemple, par exemple, des cigarettiers qui ont balancé de la fausse recherche pour dire que le tabac, ça tuait pas, c'était les fumées de voiture, etc. Donc on est obligé d'avoir quand même un principe de précaution, parce qu'il ne faut pas être naïf et angélique face aux entreprises. Hein. Leur objectif, c'est de faire des profits, c'est pas de servir nécessairement la communauté des humains. Quand c'est aligné, c'est très bien, mais bon, ce n'est pas toujours le cas. Donc, la question de l'intervention de l'État, et c'est ce que disait Jennifer, c'est vrai qu'on doit avoir l'acceptance de l'échec, mais en même temps, l'État n'est pas toujours le mieux placé pour choisir les standards, hein, c'est ce qu'on évoquait, pour définir ce qui va être l'innovation porteuse de demain. Et pourtant, des fois, ça marche. Hein. Donc, Airbus, c'est un très bon exemple. Si on n'avait pas protégé ce marché, si on n'avait pas un marché donc, qui était dominé par les Américains, si on n'avait pas décidé de le subventionner massivement, il n'y aurait pas Airbus aujourd'hui.
Voilà. Et l'humanité serait moins bien parce qu'avec un monopole, tout le monde perd. Donc le fait qu'il y ait Airbus, c'est un succès. Voilà. Après, moi, je me méfie beaucoup des succès, les centrales marémotrices qui marchent à l'envers à l'endroit. Personne ne s'est jamais posé la question du coût. On a des ingénieurs fabuleux en France, on a une élite remarquable qui s'est fait plaisir avec des technologies parfois dont on n'avait pas besoin. Donc, et ça, c'est parce qu'on n'avait pas en tête les consommateurs. Donc, certains succès technologiques, en fait, ils ont coûté très cher aux contribuables et personne ne s'est jamais vraiment posé cette question. Donc, c'est et puis, bon, je pense que l'échelon pertinent pour des choses comme Airbus, c'est l'échelon européen. Et c'est vrai que l'Europe a un problème qui a été évoqué, qui est la fragmentation. En même temps, ça la protège, parce que du coup, on est vu d'ailleurs à l'extérieur de l'Europe comme lent, mais relativement efficace et solide, parce que quand on a un consensus, évidemment, il est solide puisqu'il a mobilisé absolument tous les pays européens. Donc, c'est des questions très difficiles, et je suis d'accord qu'il faut prendre des risques, mais je ne suis pas d'accord qu'il ne faut pas de régulateur. Alors ça, c'est un point sur lequel je suis... parce que l'expérience montre que certaines entreprises n'hésitent pas à vous vendre du poison, notamment du tabac, par exemple, en prétendant que ce n'est pas dangereux. C'est leur intérêt économique qui passe avant l'intérêt collectif. Donc, les régulateurs sont utiles. Alors, sur le rôle de l'État, je vais me tourner vers Jennifer Hunt. Vous avez une bonne connaissance, évidemment, de ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que vous diriez que les États-Unis, c'est peut-être le pays au monde qui a trouvé la meilleure recette pour faire de l'innovation de rupture ? Il est possible effectivement que le système américain soit le meilleur pour l'innovation, mais il y a quand même des coûts. Donc c'est un peu, on a un peu évoqué en fait déjà qu'il y a un arbitrage, un trade-off entre le risque et peut-être le succès. Et donc aux États-Unis, on valorise donc le risque et le succès des uns. Et peut-être, je pense notamment un manque de règlements mis aux travailleurs, par exemple. Donc, ce n'est pas très simple. Mais effectivement, pour l'innovation, j'ai l'impression que les États-Unis ont le bon modèle. Alors, Jean Schmitt, donc évidemment, vous êtes un financier, plutôt évidemment plutôt libéral, on va dire, dans votre approche. Le point où doit se situer l'État, il est où? Est-ce que c'est juste fixer des normes et les faire respecter? Est-ce que c'est tracer des pistes, mais jusqu'où? Comme disait Paul Hermelin tout à l'heure, peut-être pas jusqu'à fixer le type de technologie. Pour vous, l'État idéal, il fait quoi? Déjà, nous offrir une infrastructure qui nous permet de nous développer, qui permet aux entreprises de se développer. Ça, c'est la base. Ça paraît évident, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Comme je le disais tout à l'heure, on a une infrastructure légale qui n'est pas tout à fait à la hauteur, une infrastructure télécom qui est discutable aussi. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas en place. Ce que l'État pourrait faire de mieux, c'est d'empêcher aussi les choses, de ne pas empêcher les choses plutôt. Encore une fois, regardez le règlement sur les medical devices. Fut un temps, l'Europe, c'était l'Eldorado pour les medical devices. On arrivait à mettre en place un marquage CE relativement rapide. Et du coup, toutes les entreprises du monde entier venaient faire marquer leurs produits en Europe. Et on avait le bénéfice de ces sociétés, le bénéfice pour le public de ces sociétés très vite. Et tout d'un coup, on décide qu'on va devenir aussi pénible que les Américains pour une raison que je ne comprends pas. Toutes les sociétés s'en vont. Parce que, évidemment, on a un contexte où on finance moins bien les entreprises. Donc, on est allé là où c'était aussi dur en régulation, mais mieux financé, c'est-à-dire les États-Unis. Donc, je pense qu'on doit apprendre à céder un petit peu. Je ne disais pas du tout qu'il fallait supprimer la régulation. Je disais qu'il fallait contrôler la régulation quand elle commence à agir contre son propre camp, ce qui est souvent le cas. Oui, mais le rôle de l'État, il va beaucoup plus loin. L'État fixe des priorités. Je ne sais pas, on va sur la Lune. Il donne de l'argent, il donne beaucoup d'argent. Éventuellement, il sauve les entreprises quand il y a une crise majeure. Donc, on ne peut pas réduire l'État simplement au rôle de régulateur.
Non, mais il ne faut pas non plus penser que l'État est un investisseur. Quand l'État décide d'investir, d'abord il joue contre le privé, ce qui est assez étrange, et l'autre chose, c'est que l'État se trompe extraordinairement souvent quand il s'agit de prédire quelle est la bonne technologie, quel est le bon résultat qu'on doit attendre. Fixer même l'objectif n'est pas tout à fait simple. Je pense qu'il y a une espèce de complexité où plein de sociétés vont apparaître dans un domaine, certaines vont être bonnes, d'autres pas, et le prévoir à l'avance, c'est juste pas possible. Donc certaines vont gagner, d'autres vont perdre, mais c'est pas à l'État de décider ça. Donc je pense que fixer des grandes directions, c'est fabuleux si elles sont très claires. Quand il y a un deal très clair, par exemple, la France va être le pays leader dans le domaine de l'intelligence artificielle en 2030. Supposons qu'on fixe ça. Alors, le nombre de conséquences qui vont en découler en disant je n'interviendrai pas dans le financement réellement, je ne vais mettre qu'en place le contexte qui fait que ça va marcher. Ah, la France n'est plus le même pays si on décide ça. Mais cette décision-là, je ne sais pas qui va la prendre parce qu'il faudrait beaucoup de courage. Il faudra annoncer à nos compatriotes des mauvaises nouvelles comme on va devoir utiliser vos données de santé, on va faire ce qu'on peut pour les anonymiser, il va falloir qu'on travaille beaucoup sur toutes vos données pour comprendre comment tout ça fonctionne. C'est des choses que personne n'a le courage d'annoncer. C'est un peu ce que fait la Chine, d'ailleurs. En extrême. Pour le coup, là, ils n'ont pas de régulation. Donc, je ne suis pas contre la régulation. Si, il y a une régulation, enfin, oui, c'est ça. Ils ont une régulation qui n'est pas autonome. C'est pour ça le problème de la régulation, pour qu'elle soit efficace, elle doit être autonome. On ne peut pas dire qu'elle doit être sous le contrôle. Voilà. Donc les régulateurs, ils doivent être autonomes. Ça leur donne un pouvoir de nuisance, hein, c'est vrai, mais ils doivent être autonomes. Je voudrais juste donner un exemple sur la régulation autonome. Prenez l'exemple de la CNIL. C'est un exemple très intéressant. Vous avez une régulation qui se met en place où la CNIL, par exemple, peut faire un communiqué de presse en disant qu'une société n'est a priori pas compliante avec ces règlements. Cette société, dans la minute qui suit, est mise au banc du business et elle meurt. Donc les petites start-up françaises qui meurent grâce à la CNIL sont très nombreuses. Est-ce que vous avez vu la CNIL accrocher Amazon, accrocher Google, accrocher même Huawei, qui pourtant a la cible de tout le monde? Pas du tout. Donc, c'est quoi ce régulateur qui tue les sociétés locales et qui favorise des groupes très envahissants? Bon, alors la CNIL n'est pas là pour répondre à cette table ronde, mais on lui posera la question quand même, Paul. Je reviens sur ce sujet de la régulation pour dire, je crois que vraiment, ne nous trompons pas. Aux États-Unis, qui est un pays faussement libéral, il y a des sommes très considérables du Pentagone et d'ailleurs, et je pense qu'il faudrait vraiment qu'on analyse l'opération Warp Speed, parce que sur le Covid, ils ont mis 17 milliards de dollars, là où l'Union européenne a mis 4 milliards d'euros. Donc c'est 4 fois plus pour une masse économique comparable. L'Europe et les États-Unis, on est sur des masses. Mais par contre, ils ont été franchement avec des tas d'entreprises, et le point le plus important, c'est qu'on ne reproche pas à une société d'échouer. Nous, regardez, on fait le procès de Sanofi parce qu'ils ont tenté un vaccin qui a échoué. Et à ce moment-là, c'est la honte sur Sanofi. C'est un drame français si on fait ça. Et aujourd'hui, moi je le sais pour avoir discuté avec les dirigeants de Sanofi, pourquoi vont-ils chercher notamment de la recherche à Boston et sur la côte est américaine? C'est parce que les universités américaines sont plus tournées vers le génie génétique que les universités françaises. Et donc, on ne bouge pas assez vite, je m'excuse pour les universités, mais l'université est toujours régie par un mandarinat qui fait qu'on ne coupe pas les recettes d'un mandarin bien installé dans le dispositif de pouvoir français. Je l'ai vraiment vécu très proche quand j'étais rue Descartes. On ne coupe jamais les moyens des mandarins installés, et de ce fait, on n'a pas d'argent pour les nouvelles idées. Alors, je voudrais, sur ce sujet-là, me tourner vers Yoko Arayama. Parce que moi, je me souviens qu'il y a une vingtaine d'années, quand j'étais beaucoup plus jeune, et nous tous ici, le Japon parlait beaucoup de la priorité à investir dans les biotechnologies. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est un petit peu comme en France, c'est-à-dire que il n'y a pas eu de vaccin de dernière génération qui est sorti, ni du Japon, ni de la France aussi d'ailleurs, en dépit de cette priorité. Alors on sait pourtant que le Japon possède un ministère de l'économie et de la technologie qui est très puissant, qui fixe des lignes directrices, qui est en connexion permanente avec les entreprises. Pourquoi ça n'a pas marché, Yoko Arayama ?
Bon, il y a 20 ans, ce qui était vu par l'extérieur du Japon, c'est qu'on avait le ministère d'économie, Trade and Industry, qui vraiment dirigeait un peu dans le sens vraiment actif la direction à suivre au niveau de la changement technologique, y compris la biotechnologie, et pas seulement. Vu de l'intérieur, ça a été une bonne action pour engager des entreprises privées qui n'étaient pas justement réduire le risque pour l'avenir, pour l'investissement, et du fait qu'il y a la garantie un petit peu derrière de l'État. Ça a permis d'investir, c'est-à-dire de créer un asset, les actifs en termes de connaissances au sein des entreprises. Mais le défaut était qu'au-delà de avancement technologique, est-ce que ça a été traduit en termes de produits et de services liés à ces investissements? Cela dépendait du marché, du consommateur, ce qui a été déjà dit, mais aussi la structure industrielle, mais aussi la structure économique et sociale. Bon, c'est en général. Alors, focalisons sur l'aspect biotechnologie, en particulier le développement de vaccins qui n'a pas été fait depuis l'année passée. L'état actuel de la recherche, en tant que tel, au sein des centres de recherche, on est assez bon avec les directions qu'on avait au sein des centres de recherche. Mais en fait, ce qui n'a pas pu être traduit en termes de développement de vaccins ou en temps court, c'est qu'on n'avait pas suffisamment de structures. Je dirais que c'est plutôt le problème structurel. Parce qu'on avait un petit peu de défaut d'une organisation appropriée pour la recherche pour faire face à la pandémie. Par exemple, on a sous-investi dans la recherche sur la maladie infectieuse. On a beaucoup concentré sur des recherches de cancer. Donc, la direction était vraiment, ça fait un trou noir. Et aussi, on avait un petit peu de déconnexion entre la recherche fondamentale et les essais cliniques et les hôpitaux. Ce qui fait qu'en un temps d'urgence, on n'avait pas la capacité de vraiment traduire toutes les connaissances qu'on avait à vraiment mettre en place des vaccins. Et aussi l'organisation des essais cliniques et de collecte des échantillons. Il y avait tellement de lourds administratifs et efficacité limitée et sous-investissement. Aussi, le recrutement des volontaires pour tester les vaccins n'était pas vraiment mis en place. Donc, il fallait une structure appropriée pour faire face à la pandémie, et c'est un petit peu de leçon qu'on vient d'apprendre. Donc, à travailler ensemble et aussi à revoir la priorité des investissements. Merci, merci Yuko. Alors, je voulais maintenant qu'on parle un petit peu, on a évoqué le sujet tout à l'heure en parlant de l'immigration, de la question des talents. Alors, la question des talents, ça rejoint éventuellement celui de l'immigration, ça rejoint aussi évidemment le problème de l'éducation dont vous parliez tout à l'heure. Alors, est-ce que, par exemple, Paul Hermelin, parlez-nous un petit peu. Capgemini, c'est une société de technologie qui recrute des gens qui a besoin de talents très particuliers dans des domaines très pointus. Est-ce que c'est si difficile que cela de les recruter en France? Quelle est la situation en France et en Europe? D'une manière générale, aujourd'hui, nous trouvons les talents dont nous avons besoin. Juste pour vous donner l'ampleur du phénomène, en 2021, Capgemini va recruter, tenez-vous bien, 75 000 personnes à Bac plus 4. Donc on est sur des chiffres absolument colossaux. Donc combien en Inde? Dont la moitié à peu près, mais ça veut dire l'autre moitié hors d'Inde. Donc c'est des chiffres colossaux. Alors première remarque, pour
faire un peu d'exotisme, le système de formation de l'Europe de l'Est, hérité de l'Union soviétique, est tout à fait remarquable. Et aujourd'hui, nous voyons des sociétés qui recourent à des réservoirs d'ingénieurs très très qualifiés en Biélorussie, en Ukraine et en Russie, notamment dans le software engineering. Il y a des très belles sociétés qui ont leur source de recrutement dans ces pays-là. Donc, il reste quelque chose de la formation de l'Empire soviétique. Deuxième remarque sur le dire, aujourd'hui, les personnes les plus exigeantes, les plus brillantes en Californie ne vont plus dans les formations des technologies de l'information, elles vont dans les biotechnologies. Aujourd'hui, les sections les plus demandées chez Caltech, MIT ou Georgia Tech, c'est les sections de génie génétique. C'est ça qui est aujourd'hui le plus demandé. Même avant le Covid, alors Même avant le Covid, absolument, même avant le Covid. Donc, les choses bougent très vite et il faut se mettre très rapidement au diapason. C'est là qu'on trouve les recherches. Et le dernier point que je voudrais dire sur la formation, c'est que la formation doit s'arrêter tout au long de la vie et notre système aujourd'hui n'est pas prévu pour ça. On a un système qui ne permet pas des formations longues à d'autres moments de la vie. C'est pour ça que Capgemini a créé une structure qui s'appelle l'école pour avoir de nouvelles formations de 9 à 12 mois à d'autres moments de la vie parce qu'on ne peut pas juste fonctionner sur la formation initiale. Jean Schmitt, vous avez des difficultés de recrutement ? Oui, nos sociétés ont des difficultés de recrutement. Je dirais qu'il y a deux sortes. Dans les sociétés industrielles que nous avons, donc en portefeuille, qui sont des sociétés qui montent des usines très avancées, c'est vrai que les usines pilotes, on a tendance à les mettre en Europe, mais les usines de production, on les crée souvent dans des endroits où la flexibilité est un peu plus grande en matière d'emploi. Quand vous faites des produits qui ont une durée de vie de 5-6 ans, que vous montez une usine qui fait, comme ça nous est arrivé pour les senseurs de reconnaissance faciale, une usine de 9000 personnes qui est montée en 2 ans, vous n'avez pas tendance à la mettre en Europe parce que c'est un peu compliqué quand les contrats s'arrêtent. Néanmoins, en Europe, pour les contrats, pour les personnes qui sont très très qualifiées, on n'a pas beaucoup de problèmes. On note quand même une petite baisse de la qualité des ingénieurs qu'on trouve, en particulier en France, où les niveaux scientifiques sont moins impressionnants qu'ils n'avaient tendance à l'être. Oui. Je voulais me tourner vers Jennifer Hunt parce que vous avez beaucoup écrit sur le rôle de l'immigration dans l'innovation. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Effectivement, Emmanuel se pose la question peut-être pourquoi je n'ai pas parlé de l'immigration au premier lieu, étant donné que ma recherche démontre que l'immigration est primordiale pour l'innovation aux États-Unis. Juste pour donner un indice, les immigrants ont 2 fois plus de brevets par tête que les Américains. Mais la raison pourquoi je n'ai pas souligné ça en premier lieu, c'est que par exemple, on ne trouve pas cet effet au Canada. Et les effets pour l'Europe sont mitigés et on a besoin de plus de recherche pour l'Europe. Pour la France, il y a une étude qui semble démontrer que les immigrants contribuent effectivement à la croissance de l'innovation, mais je crois qu'il faut aller un peu plus loin pour la France également. Et ce qui est important dans ce contexte, à mon avis, c'est le système d'immigration. Donc, je crois que la raison pour laquelle les immigrants ne contribuent pas vraiment à l'innovation au Canada, c'est parce que c'est le gouvernement qui choisit, ou jusqu'à récemment, je devrais dire, le rôle en fait, de l'entreprise a augmenté dernièrement. Mais le gouvernement a toujours un rôle très important dans le choix des immigrants, alors que ce sont les entreprises qui savent vraiment quelles compétences il faut, et si ces compétences, notamment, sont transférables d'un pays à l'autre. Mais, et ceci a déjà été évoqué, ce n'est pas que le système d'immigration qui importe, parce qu'il faut que le pays en question, donc mettons la France, soit vraiment un pays attrayant pour les immigrants innovateurs. Quel que soit le système d'immigration, s'il ne se passe rien en France, la France ne va pas attirer les meilleurs.
Donc, il y a un peu une histoire de l'œuf et la poule. Si déjà ça marche bien, on va attirer les gens les plus innovateurs. Tandis que si on est au début, on aura du mal à attirer les gens. Je me souviens en fait de la carte bleue, il me semble, ou la carte verte, je ne me souviens plus de quelle couleur. L'Allemagne avait à un moment donné pour accueillir les immigrants qualifiés, et les immigrants ne sont pas arrivés. Donc ce n'est pas une histoire simple, comme simplement augmenter l'immigration ou même l'immigration qualifiée, vous aurez et l'innovation va grimper. Il faut les choisir comme il faut. Et il faut en fait un petit quelque chose déjà au départ pour les attirer. Oui, autrement dit, ça c'est un message pour nos politiques, mais il ne suffit pas de choisir les immigrés pour avoir les bons, finalement, et c'est intéressant ce que vous dites effectivement sur le Canada. Alors, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Je voudrais qu'on fasse juste un petit tour de table sur l'aspect géopolitique dont on n'a pas parlé. Paul Hermelin, vous me disiez finalement, tout de même, ce qui a tout changé aujourd'hui, c'est la Chine. Moi, je pense qu'on va vers un monde à plusieurs pôles, on le devine. Le pôle chinois, le pôle États-Unis, et la question de savoir s'il y aura un pôle européen ou si, pour des raisons culturelles, on jouera avec l'un des deux et très probablement avec les États-Unis. Je pense que c'est le jeu aujourd'hui. Dans le monde du cloud, par exemple, il y a les clouds américains, il y a les clouds chinois, Alibaba, Huawei, ils ont des véritables clouds qui fonctionnent. Est-ce qu'il y aura des tentatives de faire des clouds européens ? La balle est chez nous et c'est à nous de décider et d'investir si on veut le faire. Emmanuel Auriol, un mot sur la compétition et l'émergence chinoise. Oui, alors moi, la Chine, je pense qu'on a été un peu naïf, un peu, on a été un peu attiré par l'appât du gain, donc ils nous achetaient de la technologie du moment qu'on allait l'installer chez eux, hein, et c'est pas une démocratie, contrairement à l'Inde. Donc, ils ont du contrôle social. Là, il y a eu un durcissement avec le nouveau dirigeant là, qui nous fait un grand bond en arrière. Donc, moi, personnellement, je pense qu'on a été collectivement un peu naïfs. Ce n'est pas nos amis, pour l'instant. Ils ont vraiment une volonté d'hégémonie. On le voit, par exemple, on n'est pas très vigilant sur l'Afrique subsaharienne, mais ils investissent énormément en Afrique subsaharienne pour avoir accès à des ressources, etc. Bon, voilà. Donc moi, personnellement, la Chine, je pense que c'est quand même une menace, tant qu'elle reste la Chine. Et donc l'Europe et les États-Unis devraient être un peu plus... Ouais. Et vous, Jean Schmitt, parce que finalement, on pourrait se dire c'est peut-être une chance, puisque on vivait sous hégémonie américaine, il ne faut pas se le cacher quand même. Et aujourd'hui, on a finalement un duopole sur lequel peut-être on peut plus facilement jouer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, on doit faire des choix. Un chiffre pour parler de l'hégémonie américaine qui est intéressante. 10% des sociétés start-up américaines sont rachetées par des groupes européens. 48% des start-up européennes sont rachetées par des groupes américains. D'accord ? Donc, c'est 5 fois plus. Donc, on se fait largement piller notre propriété intellectuelle et nos ingénieurs, si bien qu'on peut se poser la question de savoir combien de temps on pourra tenir cette situation et est-ce qu'il y aura un continent européen fort ou pas. Mais aujourd'hui, du point de vue financier, c'est clair que vous jouez entre les États-Unis et la Chine. Vous ne pouvez pas jouer les deux. Vous êtes obligé de faire vos choix. Donc, quand vous avez une société qui fait quelque chose de très innovant en semi-conducteurs, vous vendez maintenant. Avant, vous vendiez où vous pouviez. Maintenant, vous vendez ou en Chine ou aux États-Unis. Mais il faut faire vos choix. Ça n'est pas du tout simple pour les sociétés aujourd'hui. Alors, il faut faire ses choix. Je crois que nous arrivons un peu au terme de cette table ronde. Finalement, on en retrouve quelques fondamentaux, hein, l'éducation, l'importance de l'éducation, l'importance de la régulation, quel que soit où on met le curseur, et puis le fait que l'État, il doit faire des choix, mais laisser la liberté aux entrepreneurs. Merci à tous et bonne journée pour la suite.